Que la lumière soit, que la lumière fût. Oui, c'est l'heure de la messe. Il y a peut-être un petit peu trop de soleil dans la tronche là, non? Ambiance tamisée, voilà. Bon, bonjour à tous. Bienvenue dans ce débrief hebdo. J'espère que vous avez passé une excellente semaine, que vous passez un excellent dimanche. On se retrouve ici, sérieux, sans se prendre au sérieux. On va voir les points clés de la semaine à suivre, ce que je fais, ce que je fais pas. Et encore un grand merci pour tout votre soutien tout au long de cette année 2024 qui nous a permis de passer le cap des 50 000, que dis-je, même 52 000 abonnés. Merci à tous. Mais non, on ne va pas se quitter comme ça, car il y a encore des choses à suivre sur les marchés. Oui, oui, oui. Alors oui, nous avons eu cette semaine la réunion de la Banque Centrale Européenne. On attendait 25 points de base de baisse des taux de la part des taux directeurs. Et oui, nous avons bien eu cette baisse des taux, 3% désormais. Donc oui, 3 baisses des taux d'affilée. Un teaser parfait pour 2025 avec probablement encore plus d'assouplissement. Mais ça, Christine Lagarde garde le suspense. Pourquoi baisse des taux? Tout simplement parce que l'inflation baisse. Et puis la zone euro a besoin quand même d'un petit boost économique et donc de baisser le coût de l'argent pour relancer les investissements. Au Brésil, c'est tout l'inverse. Virage à 180 degrés. La Banque centrale a relevé encore une fois ses taux directeurs qui sont 12,25%. 100 points de base d'un coup. Bam! On va pas s'emmerder avec les détails. Et comme si ça suffisait pas, il y a encore 2 hausses de taux qui sont déjà programmées. Aux États-Unis, cette semaine, nous avons eu les chiffres du CPI. Attention, chiffre très important attendu par les marchés. Attention, qu'est-ce qui va sortir? Conforme aux attentes, 2,7% d'inflation. C'est un peu plus que le mois dernier. Je rappelle que c'est sur 12 mois glissants. On était à 2,6% d'inflation. Alors, vu que c'est conforme aux attentes, le marché ne réagit pas. Mais pour autant, la semaine prochaine, je rappelle qu'il y aura un grand rendez-vous, le discours de Jérôme Powell, patron de la Fed, où on a plus de 80% du marché qui attend une nouvelle baisse des taux avant la fin de l'année, ce qui nous ferait 4 baisses des taux en 2024 depuis le pivot de la Fed. Sachant que vous vous rappelez, on avait eu la semaine passée les chiffres du chômage, de l'emploi qui étaient très bons, hausse des créations d'emplois supérieure d'ailleurs à ce qu'on attendait et en plus de ça, on avait eu une hausse du salaire moyen au-delà des attentes, plus 0,4% contre plus 0,3%. Malgré ça, le marché estime qu'il y aura quand même une baisse des taux la semaine prochaine. Alors pendant que les banques centrales blablatent, la Chine fait une annonce tonitruante. Nous avons donc le Politburo qui a appelé à des politiques fiscales beaucoup plus proactives et monétaires plus accommodantes. En clair, la Chine se prépare à relancer à mort la consommation. D'ailleurs, cette semaine, on a eu le HSI qui s'est envolé et puis finalement, dès le lendemain, tout est tombé. Alors, feu de paille ou feu d'artifice en cette fin d'année? La question, pour le moment, reste en suspens. C'est peut-être d'ailleurs probablement ce qui a permis cette semaine au CAC 40 de repartir en disant oui, mais vu qu'en France, et notamment dans le CAC, il y a beaucoup de secteurs du luxe, on avait déjà eu une annonce il y a quelques mois de la part de la Chine qui avait relancé le secteur du luxe et puis le soufflet était rapidement retombé. D'ailleurs, on a aussi les prix du pétrole qui, eux, continuent à flirter avec cette zone sur le Brent, entre 70 et 72 dollars. Ça fait des mois et des mois qu'on est scotché sur cette zone de prix. Il y a des tentatives de relance et puis ça retombe très rapidement. Grosse zone, weekly, je le rappelle que vous savez d'ailleurs que vous connaissez dans IVT puisque c'est ma zone d'achat du carnet de bord. Mais pour le moment, il n'y a pas vraiment beaucoup de réactions. Il faut se mettre des alertes au-dessus de la tête au cas où si à un moment donné, ça se réveille en cette fin d'année, ce qui n'est pas impossible. Je vous rappelle, entre Noël et le jour de l'an l'année dernière, j'avais notamment vendu l'euro-dollar qui était tout là-haut entre 1,11 et 1,12 et le CAC aussi qui était à 7600 points. Et puis quelques jours après, on s'est retrouvé à 7003. Bref, je m'égare un petit peu. Acte 3. Tel un éclair dans la nuit, Tesla est arrivé cette semaine. Oui, parce qu'on parlait de la Chine. Les ventes de Tesla en Chine sur la semaine. 21 900 véhicules vendus. Ben oui, ça fait beaucoup de véhicules, ça dit donc. C'est la plus grosse semaine au 4e trimestre. Alors en plus de ça, on a la concurrence qui s'intensifie, plus particulièrement en Chine. Bref, soulagement pour Elon Musk. En même temps, est-ce qu'il en avait bien besoin? Le coco, il pèse quand même 400 bars. Ouais, 400 milliards de dollars, je crois que c'est l'équivalent du PIB au Danemark. Bon, il y a encore beaucoup de défis, notamment les marges. L'année prochaine, il y a beaucoup de choses qui vont être annoncées par Tesla. Le nouveau modèle Y, le modèle 2, le modèle Q. Toujours le développement où il a une longueur d'avance sur tout ce qui est intelligence artificielle à bord des véhicules. Bref, c'était une belle semaine sur le Tesla. Vous savez, je suis passé à l'achat cette année au mois de février sur les 180-170
63 $. Aujourd'hui, on est à plus de 400 $ l'action, des records historiques. Concernant Amazon et Meta, bah ça y est, ça se met à la politique. Ouais, oui. Les deux soutiennent l'investiture de Donald Trump qui aura lieu en janvier 2025 avec un petit don léger d'1 million de $. Et en plus de ça, une couverture médiatique sur Prime Video. Alors, est-ce que c'est une stratégie pour redorer l'image ou peut-être une simple opportunité marketing? En tout cas, visiblement, les géants savent jouer sur ce terrain-là, sur le terrain politique, pour rester dans le game. Et on a Hershey et Mondelez, donc Mondelez, géant de l'agro-pas, ça y est. Je fourche. Putain, j'ai mis combien de temps avant de fourcher? Record, non? Record battu. Le géant de l'agroalimentaire qui tente une nouvelle fois de croquer Hershey. Au résultat, l'offre a été refusée. Trop faible du point de vue d'Hershey. La valorisation aujourd'hui, c'est 40 milliards de $. Et disons que Hershey est un trop gros morceau pour que Mondelez l'avale comme ça. Donc du coup, il préfère se concentrer sur des acquisitions plus petites, histoire de pas faire all-in levier max. Petit message subliminal au passage. Donc voilà, est-ce que c'est une leçon finalement de patience ou un simple manque d'appétit? Et puis nous avons Inditex. Alors là, ça ralentit. Je rappelle que c'est le propriétaire de Zara. Bah les résultats, mi-figue, mi-raisin, demi-teinte. Les ventes progressent, quasiment 7% sur le trimestre, mais en dessous des attentes. Et on sait que pour les marchés, ce qui est important, ce sont les attentes. On va savoir si c'est déjà pricé ou pas. Surprise or not surprise? That is the question. Bénéfice net suit à peu près la même tendance, un peu moins de 6% de croissance. Mais on a quand même la faiblesse de l'euro face au dollar qui joue en sa faveur, ce qui pourrait lui permettre de relancer justement sa croissance. Et autre déception autour de Adobe. Normalement, plutôt habitué à des résultats assez flamboyants, ça n'a pas été le cas. Bénéfice trimestriel en hausse, jusque-là ça va, mais les prévisions 2025, pas convaincant. Chiffre d'affaires entre 5,63 et 5,68, oui je sais, on est très précis ici, milliards de $. Et ça c'est pour le premier trimestre, légèrement en dessous des attentes. Et Oracle non plus n'a pas réussi à convaincre. Résultat trimestriel légèrement inférieur aux attentes. Perspective trimestrielle à venir, là aussi sous ce qu'on attendait. Ce qui donne un coup de froid dans le cloud. Nuages, neige, Noël, tout ça, voilà, jeu de mots, tout ça, bon. Alors je crois que globalement on est à peu près au même point. Franchement, c'est pas la fin d'année la plus folle que j'ai connue. Alors oui, on a parlé de Tesla, on passe au-dessus des 400 $. Perso, je garde tout ce qui me reste, objectif 2000. Alors tu me dis oui, ça fait un objectif un petit peu fou, mais pourquoi pas? En même temps, je l'ai payé à 160, 180, plus personne n'en voulait cette année. En même temps, c'est ce que me donne ce graphique mensuel. Mais sinon, plus terre à terre, c'est vrai qu'on est quand même là dans un flux qui est quand même assez important. Donc l'objectif, ça va être quoi? De racheter tous les replis s'il y en a, bien évidemment, et garder tout le reste. Comme on dit, on va jamais aussi loin que lorsqu'on ne sait pas où l'on va, et ça tombe bien parce qu'on est sur des ATH, des nouveaux records historiques. Et je le disais, oui, en termes de semaine mollassonne, alors bon, le CAC, c'est pas forcément la palme de cette semaine, mais en même temps, je pense qu'on est pas mal. Je vous avais dit déjà le week-end dernier, enfin le week-end dernier, la semaine dernière, la semaine d'avant, j'étais vendeur, j'avais cette casquette rouge sous les 7330, 7300 sur le CAC, ça a plus été le cas. J'ai dû revoir ma copie, prendre ma casquette rouge, la balancer d'ailleurs, je sais plus où elle est, et maintenant sur le CAC, du coup, prendre cette casquette bleue. On est pile poil au milieu d'un range entre 7006 et 7300. Là, on est pile poil au milieu. Je peux pas faire grand chose, à part doigt mouillé. Un jour ça monte, un jour ça baisse, un jour ça monte, un jour ça baisse. Si c'est pour prendre 15 points sur le marché, ça m'intéresse pas de ouf. Donc j'attends tout simplement 7006, 7007. Si on revient là-haut et que j'ai un signal baissier, j'y reviendrai. 7300 sur cette zone-là. Éventuellement, je me poserai la question d'un achat sur le CAC, mais je suis franchement pas convaincu pour le moment. Donc, il va falloir être convaincant. En plus, on vient d'hériter d'un super premier... Ah non, pardon, pas de politique. Un premier ministre quand même super dynamique. Non, ça, tu dépasses les bornes. Bon, et l'un des indices les plus faibles, bah oui, cette semaine, alors ils sont deux, mais on va déjà parler du Dow Jones. Bah oui, polarité négative, on est passé sous la MM20 daily. Donc, tant qu'on est sous 44 300, polarité négative, casquette rouge, faut lui taper dessus. Le Russell 2000 aussi, je rappelle Russell 2000, c'est pas l'indice russe, c'est les petites capitalisations aux États-Unis. Lui aussi il est faible, sous la MM20, c'est à peu près d'ailleurs les deux mêmes configurations. Donc pourquoi pas le Dow Jones retrouver sa moyenne mobile 50 jours ici en rouge. Et le SP500, donc c'est pour ça que cette fin d'année part un peu dans tous les sens. Il y a des indices qui montent, d'autres qui baissent, tout le monde fait un petit peu sa vie, mais de manière quand même assez cool. Le SP500, toujours polarité positive, casquette verte si vous en avez une. Faut continuer. Moi, je suis vraiment pas à l'aise sur ces niveaux parce qu'on n'est pas très loin finalement de la borne haute de ce canal ascendant que j'avais vendu plusieurs fois cette année. C'était super bien passé. Là, ça fait un mois. J'ai rien fait sur le SP.
c'est comme ça. Donc en tout cas, tant qu'on est au-dessus des 6030, pour le moment, aucune alerte négative. Donc si vous faites partie des acheteurs, bravo. Et à mon avis, il faut continuer en tout cas tant qu'on est au-dessus des 6030. Si on passe sous 6030, vous penserez à moi. Je commencerai à avoir une casquette rouge. Peut-être que semaine prochaine, on aura plus de volatilité avec Jérôme Powell, la Fed, tout ça. Pourquoi pas? Pétrole, donc je le disais, énorme zone weekly, 70-72 $, mais pour le moment, on n'a pas vraiment de vive réaction. Faut un peu de patience. Alors c'est vrai que même l'OPEP+ avait dit à un moment donné, je l'avais payé à ce moment-là, oui, qu'est-ce qu'ils avaient dit d'ailleurs? Oui, on va pas réaugmenter notre production, on va finalement décaler dans cet agenda-là en 2025. Donc moins d'offres, les prix montent. Bon, en fait, ça a duré une journée et puis derrière, tout est retombé. Franchement, même sur le pétrole, pas grand chose. Mais il faut quand même le surveiller, se mettre une petite alerte au-dessus de la tête si jamais à un moment donné ça se réveille. Je rappelle, quand le pétrole il part, il fait pas semblant. Et pareil sur l'euro-dollar, c'est assez fou. On a un flux baissier daily. Alors ça, vous le savez, parce que ça a été mon gros plan de l'année et ça s'est super bien passé. Donc merci d'ailleurs à l'euro-dollar. En 11, 1,12, grosse zone de vente weekly. 1,05, 1,06, grosse zone de rachat, voire zone d'achat. Sauf que pour le moment, on reste toujours dans cette dynamique baissière daily, d'autant plus qu'on est dans un range. Et je rappelle, quand on a un range comme ça, une phase de consolidation latérale, on a plus de chances de sortir dans le sens de la tendance précédente, dans le sens de la tendance primaire, donc par le bas, que l'inverse. Vous voyez, on avait même essayé cette semaine de pas sortir par le bas et il n'y a pas d'accélération derrière. C'est pas évident. Donc voilà, on est là aussi en cette fin d'année en mode petit bricolage et pour moi, la priorité dans ce genre de comportement de marché, d'autant plus après avoir travaillé l'euro-dollar, et je vais rester sur cet exemple-là, de ne pas remettre en jeu tous les gains que j'ai fait. Ça sert à rien de s'énerver, partir dans tous les sens, j'achète, je vends, je short, ça doit baisser, puis finalement ça remonte, je revends. Non. Soit on prend une petite position parce qu'on sait comme ça dans des marchés assez hésitants. On attend, on met des invalidations beaucoup plus larges, plus hautes ou plus basses, et on attend qu'il se passe quelque chose. Ou alors, on ne fait rien. Mais il faut surtout pas s'énerver, se dire « Ah, allez, faut que je fasse de la paire, je me suis fixé des objectifs et je trade un marché complètement daubé. » Non, faut surtout pas faire ça, ça c'est le pire des trucs. D'ailleurs, pareil sur l'or, lui c'est plus, il monte un peu, il baisse un peu. Gros range de turbulence, Rodolphe, il vous en a largement parlé, il a fait une énorme année là-dessus. Bon bah voilà, là, maintenant il se passe plus grand chose, c'est un peu fini, en tout cas au moins temporairement. Donc on se calme. Et puis sur les crypto-monnaies, très brièvement, puisque je vous rappelle que je fais une vidéo en cours de semaine, le débrief crypto, généralement le mercredi soir, vous retrouvez si vous êtes abonné à la chaîne. D'ailleurs n'hésitez pas à le faire, c'est gratuit, en plus ça mange pas de pain. Si j'étais vous, je le ferais. La petite cloche pour recevoir la notification, il y a une nouvelle vidéo, ça fait toujours plaisir. Le petit pouce d'ailleurs vers le haut au passage, ça c'est juste pour permettre de soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir aussi de mon côté. Bon, il y a quand même un petit peu d'interaction. D'ailleurs, il y en a toujours et je vous en remercie infiniment. Et donc oui, consolidation, après voilà, le marché il a fait x2, donc forcément certaines cryptos ont même fait beaucoup plus, x3. Forcément, ça consolide. Le plus important, c'est pas de déterminer où est-ce que ça va s'arrêter, c'est de construire cette hausse avec des étages, des paliers progressifs. Donc c'est tout à fait normal quand on a un Bitcoin à 100 000, on était à 50, personne n'en voulait. Aujourd'hui, on est à 100, tout le monde en veut, c'est le moment, pas le moment. Donc on a des périodes de turbulence à très court terme, faut prendre du recul, daily, weekly, on est toujours dans des tendances haussières, mais c'est normal que ça consolide. Alors certains ont peur et paniquent, on en était en live d'ailleurs mardi sur Twitch, d'ailleurs big up à vous, vous vous souvenez ou pas? Vous avez dit, mardi soir, on était pile poil dans le dur, tout perdait entre 10 et 20%. Oh là là, c'est dur, ça fait mal, ça fait mal. Ben oui, mais on vient de faire x2, x3 sur certaines cryptos, c'est normal de consolider de manière proportionnelle à la hausse qu'on a connue. On n'a rien sans rien, on peut pas avoir beaucoup de volatilité à la hausse et peu de volatilité quand ça baisse, c'est pas possible. Donc voilà, je vous avais dit, pensez à moi, si le lendemain le marché était vert, ce serait absolument pas étonnant, vu que le marché reste ultra strong. Bon, vous avez vu finalement qu'est-ce qui s'est passé les jours d'après. Donc il faut pas s'exciter à l'achat dès que ça remonte un petit peu, avoir peur dès que ça baisse un peu, proportionnel bien évidemment à la volatilité du marché des crypto-monnaies qui reste un marché jeune encore, 1000 milliards de dollars sur Total 3, c'est pas grand chose. Donc là le but du jeu c'est quoi? Dès qu'il y a des replis, on vous a parlé avec Rodolphe mercredi, ça, MM7 hebdomadaire, c'est un point de repère de cette dynamique qui reste positive. Donc achat sur repli là-dessus. Et sinon, en point intermédiaire, on a pour les plus fortes, moyenne mobile 20 jours, comme par exemple AAVE cartonné encore cette semaine, ce qui m'a permis de faire une performance de fou. En 2 semaines, on a pris quand même plus de 120% de performance. Et les plus faibles, à l'image par exemple de Solana, c'est plutôt les moyennes mobiles 50 jours. Donc en fait, sur les plus faibles, ça permet de reprendre un petit peu quand ça se replie sur les MM50, comme par exemple sur Solana, mais de pas avoir des objectifs pour le moment trop ambitieux. Pourquoi? Parce qu'elles sont plus faibles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand le marché repart ou même se stabilise, c'est pas celles qui vont en profiter le plus.
plus. Donc voilà, moi vu que Solana par exemple, parce qu'on parle de ça, bah, j'ai super bien travaillé en 2024. Donc voilà, j'ai toujours des objectifs assez ambitieux là-dessus, j'ai toujours des positions et puis toujours pareil, tenir bien sa gestion active. Alors le long terme, ça n'a absolument pas bougé. On est simplement en train de réagir là-haut sur Total 3 sur les ATH de novembre 2021. Donc c'est tout à fait normal. Donc en weekly, il faut toujours tenir. Par contre, sur des unités de temps plus courtes, ce que j'appelle la poche active, eh bien là, dès que ça se replie, dès que tout le monde panique et qu'il y a des liquidations énormes, on ramasse. Et dès que ça rebondit, voilà, entre 20-30%, ce qui arrive, on allège 30%, ce qui permet ensuite voilà, de récupérer un peu de cash, de l'avoir fait travailler, de resélectionner certaines cryptos, peut-être même d'autres, sur repli et de recommencer comme ça. Mais pour le moment, le marché reste ultra positif, clairement. Même le Bitcoin, s'il devait retomber à 87 000, le marché devait perdre encore 15% demain, ça resterait encore positif. Bon, en tout cas, on aura l'occasion d'en reparler ces prochains jours, vous le savez, puisque maintenant vous êtes abonné à la chaîne. Tout le monde ici est abonné à la chaîne, c'est magnifique. Rendez-vous semaine prochaine avec la Fed. Peut-être un petit peu plus de dynamisme aussi sur les marchés traditionnels, ça ferait du bien. Mais en même temps, je crois que ça y est, les marchés pensent déjà à Noël, probablement vous aussi. On se retrouve bien évidemment très très vite. Non, je ne vous souhaite pas encore de joyeuses fêtes de fin d'année parce que les débriefs, c'est pas encore terminé. Merci à tous, très bon dimanche, à très vite. Ciao!